Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Summer Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons des news évidemment intéressantes comme chaque semaine. C'est à croire que la personne qui sélectionne les news sélectionne des news intéressantes. C'est moi. Dans tous les cas, nous avons le Wi-Fi 8 qui commence à montrer le bout de son nez, même si la plupart des gens ne sont même pas passés sur le Wi-Fi 7. Nous avons aussi une équipe de scientifiques qui a réussi à utiliser les signaux Wi-Fi justement pour savoir qui vous êtes, où vous êtes dans une pièce, c'est génial. Si vous êtes une agence de renseignement, mais pas forcément une personne. Plus de news sur le futur SoC Samsung qui utilise toujours un GPU AMD. Nous avons aussi le futur SoC de Nvidia qui devra arriver dans des ordinateurs portables, mais qui a un petit peu de retard. On a aussi Intel qui pourrait utiliser un cache X3D comme AMD. Bon, évidemment, ils donneront leur propre nom. Des news au niveau carte graphique, en veux-tu, en voilà. Dans tous les cas, vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. La première news de la semaine concerne le Wi-Fi 8 qui serait normalement standardisé d'ici 2028, donc c'est pas encore pour tout de suite, mais évidemment ils commencent à regarder ce qu'ils peuvent faire avec le Wi-Fi 8. Et la grosse nouveauté justement du Wi-Fi 8 pourrait être au niveau de la stabilité des performances, donc pas forcément augmenter les performances, mais qu'elles soient plus stables et que vous ayez les meilleures performances dans des conditions plus spécifiques, des conditions moins optimales pour le Wi-Fi, par exemple derrière des murs ou autre chose. Et c'est selon moi une bonne chose qui se concentre là-dessus. Pour resituer un petit peu, le Wi-Fi 6, lui, avait eu pour but d'améliorer les performances, mais surtout la quantité d'appareils que vous pouvez avoir connectés sur un seul Wi-Fi, parce que les Wi-Fi qui dataient d'avant avaient été pas vraiment designés pour l'âge d'Internet où vous avez plein de petits appareils connectés qui utilisent tous le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi 6 avait amélioré ça. Vous aviez le 6E qui avait rajouté une bande 6 GHz pour plus de performance. Personnellement, j'utilise le Wi-Fi 6E à l'heure actuelle. Puis on avait eu le 7 GHz qui, sans vraiment rajouter une nouvelle bande ou autre chose, avait augmenté énormément les performances. Donc ils arrivaient à tout simplement envoyer plus de paquets sur les mêmes bandes 5 GHz, 6 GHz et même 2,4 GHz, donc avoir plus de bandes passantes sans vraiment forcément rajouter une nouvelle bande, ce qui est plutôt une bonne chose parce que la bande 6 GHz marche bien, mais le problème c'est que moi je le vois même ici, hein, mon Wi-Fi sépare la 6 GHz de la bande 2,4 plus 5 GHz et c'est dû au fait que des fois, oui, le 6 GHz, il y a un petit peu du mal à passer à travers les murs. Alors que le 5 GHz, c'est déjà un petit peu plus facile. Et puis évidemment, le 2,4 GHz, c'est celui qui va le plus loin. Et là, du coup, le Wi-Fi 8 va se concentrer justement sur la stabilité, comme j'ai dit, selon cet article de Tom's Hardware. Donc, c'est pas encore pour tout de suite. Comme j'ai dit, ça va être standardisé d'ici 2028. Donc, on devrait certainement voir, à mon avis, des premières annonces de routeurs qui utilisent le Wi-Fi 8. Et en parlant de Wi-Fi, évidemment, vous avez toujours des scientifiques qui utilisent le Wi-Fi d'une manière qui ne devrait pas être du tout utilisée. Par le passé, on avait par exemple des scientifiques qui utilisaient le Wi-Fi pour voir à travers des murs, détecter si quelqu'un était tombé, détecter la présence d'humains, même détecter si quelqu'un utilisait le langage des signes, donc bouger ses mains. Et maintenant, vous avez des scientifiques qui arrivent à carrément identifier qui est la personne dans une pièce grâce au Wi-Fi. Et c'est pas grâce au fait que vous avez votre téléphone sur vous, c'est juste genre le Wi-Fi, la façon dont il va se propager dans la pièce, il pourra voir justement s'il y a quelque chose dans son chemin et ils peuvent identifier cette forme, donc c'est votre forme. Et donc en toute logique, chaque personne est un petit peu différente, eh bien on pourrait identifier que c'est vous via seulement le signal Wi-Fi qui rebondit sur les murs. Ce qui est abusé et fait assez peur et ça fait assez bien penser à un film ça fait penser à Mission Impossible, franchement, ce genre de technologie. Mais c'est en partie logique aussi parce que le Wi-Fi est juste une onde. C'est un peu comme au final, on peut l'utiliser comme un radar. Le radar est juste, on utilise des ondes beaucoup plus basses en fréquence, comme ça, elles peuvent aller beaucoup plus loin. Le Wi-Fi est juste une onde qui a une fréquence beaucoup plus haute parce qu'on veut faire passer beaucoup de données, mais on peut l'utiliser aussi comme un radar en quelque sorte. C'est pour ça qu'on pouvait par exemple l'utiliser pour détecter s'il y avait une personne dans la pièce. Là, ça va encore un petit peu plus loin évidemment, mais c'est aussi logique. On a des appareils de plus en plus puissants. Quand vous voyez maintenant un Raspberry Pi à la puissance d'un PC de 20 ans, c'est tout à fait logique qu'on arrive à créer ce genre de choses. Ensuite, on a une news qui concerne Samsung et leur futur SoC. Donc, Samsung, évidemment, fait leur propre SoC, un petit peu comme Qualcomm. Même Xiaomi, on a vu récemment dans une news lors du dernier Tech Summer Show, ou même Apple, eh bien, ils font leur propre SoC. Ce n'a pas toujours été les meilleurs, on va être très honnête. C'est surtout dû aussi au fait qu'ils ont aussi leur propre usine de fabrication de SoC, c'est eux qui gravent leur propre SoC et le problème c'est juste qu'ils sont un petit peu en retard par rapport aux technologies de TSMC. Donc même s'ils avaient un très bon design, le fait qu'ils le gravent par eux-mêmes, ils n'ont pas une aussi bonne gravure que chez TSMC, même si elle reste toujours très bonne dans l'industrie. C'est juste que
TSMC est juste à ce point-là meilleur. Et du coup, leur futur SoC serait l'Exynos 2600 qui utiliserait un GPU Eclipse 960. Et pour information, les GPU Eclipse chez Samsung utilisent un design fait par AMD. Alors, c'est pas AMD qui le fait directement pour eux, mais ils ont le droit d'utiliser le design d'AMD, le remixer un petit peu à leur manière pour justement l'adapter à leur processeur mobile. Et donc, ça a commencé en 2021, ça fait déjà... Non, c'est en 2022, voilà. Euh, Si vous vous souvenez, j'en avais parlé justement dans un Texama Show, de voir justement ce que ça allait donner. Malheureusement, c'était intéressant comme GPU, mais comme, encore une fois, c'était Samsung qui gravait le SoC, des fois, il n'y avait pas une aussi bonne efficacité énergétique que Qualcomm qui utilisait TSMC. Et du coup, ils ont continué quand même d'en utiliser. Donc, justement, le Exynos 2200 utilisait un GPU basé sur RDNA 2.0. Puis le 2400, c'était 3.0. 2500, 3.0 aussi. Et maintenant, ce 2600 utiliserait l'Eclipse 960 qui est basé sur RDNA 3.0, peut-être 3.5, avec peut-être des modifications derrière. Et il y a un benchmark qui a été fait avec Steel Nomad, qui est du coup fait par 3D Mark, qui est aussi disponible sur mobile. Donc ça permet de comparer les appareils mobiles au PC, parce que vous pouvez aussi le faire tourner sur PC. Et on peut voir qu'il obtient un score de 3135. Et apparemment, d'autres GPU mobiles similaires, donc ce serait notamment l'Adreno 830 que vous avez justement sur les Snapdragon 8 Elite, on peut le voir ici, eux obtiennent un score de plus 2600. 2653 pour le meilleur et puis 2500 pour les autres, voire même 2400 ici sur le Honor Magic 7 Pro. Donc au final, plutôt prometteur. C'est évidemment un test sur certainement un engineering sample. Donc c'est un processeur de test ici qui est fait pour valider. Donc c'est possible qu'il tourne à une plus haute fréquence qu'il va tourner dans le téléphone. Et c'est possible aussi qu'il consomme énormément derrière et qu'en réalité, oui, c'est pas très utilisable dans un smartphone. Mais c'est plutôt prometteur de la part de Samsung. Selon moi, il y a vraiment un retard de la part des fabricants de processeurs mobiles à augmenter la puissance GPU. Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi lents à justement travailler là-dessus. Ils améliorent tout le temps la puissance CPU, 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 au point même que maintenant les CPU mobiles sont extrêmement puissants, mais pour moi même trop puissants. Je préférais qu'on ait toujours à peu près la même puissance CPU, peut-être une meilleure efficacité énergétique, ou tout simplement une partie GPU beaucoup plus importante. Parce que le GPU, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Le traitement photo, tout à fait possible d'utiliser le GPU, surtout avec des modèles d'IA, surtout si ces GPU sont capables justement de faire tourner des modèles plutôt récents. Vous avez aussi le fait que vous pouvez encoder, décoder des vidéos, vous pouvez faire tourner des jeux vidéo. Beaucoup de choses maintenant sont accélérées par le GPU. Et selon moi, il est temps que justement les fabricants de SoC mobiles se concentrent plus sur le GPU. Quand vous regardez, par exemple, la Switch 1, le processeur de la Switch 1 était déjà dépassé dès que la Switch 1 était sortie parce qu'il datait déjà de plusieurs années. Mais le GPU qu'il y avait dans la Switch 1 est resté plus puissant que ce qu'on avait dans des téléphones pendant de très nombreuses années. Et vous allez me dire, oui, mais il y avait un ventilateur, donc ça, c'était pas le même TDP, enfin, ça consommait pas la même chose qu'un processeur mobile qui était plus limité, mais c'est parce que il était gravé sur un vieux processus de gravure. Si Nvidia ou Nintendo avaient voulu, ils auraient pu le remettre sur un processus de gravure beaucoup plus moderne, consommer la même chose qu'un smartphone moderne, donc 5 watts, basiquement, 5 à 10 watts, et avoir toujours les mêmes performances qui sont meilleures justement que la plupart de ces processeurs mobiles de l'époque. Donc c'est juste abuser le temps qu'il a fallu pour qu'il se fasse dépasser. Et c'est malheureux parce que ça montre aussi à quel point, évidemment à cette époque-là, c'était important de se concentrer sur la puissance CPU aussi parce que les CPU mobiles étaient... Et quand je dis CPU mobile, je parle vraiment de CPU dans un smartphone. Ils étaient vraiment dépassés. Et augmenter la puissance de ces CPU a permis beaucoup de choses, notamment au niveau traitement photo et tout. Mais selon moi, en 2025, il est temps que il y ait des constructeurs qui se concentrent beaucoup plus sur la puissance GPU et notamment avoir des GPU faits pour un petit peu de tout, pas juste les jeux vidéo. Évidemment, ils peuvent toujours mettre des NPU qui sont faits pour normalement faire tourner tout ce qui est intelligence artificielle et tout ça. Mais je me dis, est-ce qu'il vaut mieux avoir un NPU qui fait que ça et qui prend une énorme partie du processeur ou est-ce qu'il devrait plus se concentrer à avoir un meilleur GPU qui sait faire les deux au final? Parce que c'est tout à fait possible quand on le voit avec, par exemple, bon, techniquement, Nvidia a aussi des Tensor Core qui sont similaires à ce qu'on a dans un NPU, mais ces Tensor Core sont aussi faits pour travailler avec les corps normales qui font tourner un jeu vidéo et tout ça. Donc, je pense qu'il y a peut-être besoin
d'une modernisation des CPU mobiles parce que j'ai l'impression qu'ils suivent le même design depuis de très nombreuses années. C'est ce que je veux dire. Bref, dans tous les cas, très puissant ce de Exynos 2600, donc j'espère que ce sera vraiment la puissance qu'on verra dans la version qu'il y aura dans un smartphone. Ensuite, en parlant de SoC mobile très puissant, nous avons plus d'informations sur le futur SoC mobile de Nvidia qui devrait être utilisé dans des ordinateurs portables et concurrencer normalement l'offre de Qualcomm qu'on a pu voir notamment dans toutes les surfaces et autres ordinateurs qui sont sortis, et même par extension l'offre aussi de Apple. Et cette puce s'appellera la Nvidia N1X et elle serait basiquement basée sur le même SoC qu'on a vu dans le GB10. Donc le GB10, c'est ce SoC qu'on a vu dans ces mini PC qu'ils ont montré au CES qui ont pas mal de puissance, peuvent avoir jusqu'à 128 Go de VRAM partagé entre le CPU et le GPU et aussi jusqu'à 6144 coups d'accord. Et le N1X est basiquement le même processeur, le même SoC. Donc, il a 20 cœurs ARM qui sont séparés en 2 clusters de 10 cœurs, pour information. Et puis, il a jusqu'à 6144 coups d'accord. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ça va être exactement le même? Parce que le truc, c'est que le GB10, pour information, est basé sur l'architecture qu'utilise NVIDIA pour les data centers. Ce n'est pas la même architecture Blackwell qui est utilisée dans une carte graphique que vous avez dans un PC ou même les cartes graphiques RTX Pro qu'ils ont sorti récemment. Les cartes graphiques grand public et même les RTX Pro ont toujours des RT Core, des Tensor Core et des CUDA Core. L'architecture Blackwell, par contre, pour data center, n'a apparemment pas de RT Core parce que ça ne sert à rien pour le data center. Ils ont surtout besoin des CUDA Core et des Tensor Core pour justement accélérer toutes les tâches qu'on leur donne et qui sont souvent des tâches d'IA. Et les IA n'ont pas vraiment besoin de RT Core pour ça. Et donc, le GB10 n'a pas normalement de RT Core et donc ça veut dire que le N1X, il est basé sur exactement le même design, n'aurait pas de RT Core. Donc, ça donnerait un processeur mobile très puissant, 6144 coups d'accord. Pour information, c'est la puissance d'une RTX 5070, s'ils peuvent tourner à pleine fréquence, évidemment. Mais derrière, si vous n'avez pas les RT Core, évidemment, dans certains jeux qui utilisent le ray tracing, ce ne serait pas aussi puissant qu'une RTX 5070. Après, évidemment, le N1X va tourner à une plus basse consommation qu'une RTX 5070, il va avoir un TDP plus bas. Donc là, on devrait se retrouver avec des performances plus basses. On ne sait pas encore exactement quoi. Pour information ici, apparemment, il y a eu un benchmark sur Geekbench qui indique que ce GPU serait moins puissant qu'une RTX 2050 de PC fixe, ce qui est, pas hyper puissant non plus. Après, c'est un processeur qui n'est pas encore disponible et qui clairement a besoin d'être supporté correctement. Donc, c'est clairement pas représentatif des futures performances de ce SoC. Donc oui, je ne crois pas que ça atteindra la puissance d'une RTX 5070, mais si ça peut obtenir déjà la puissance d'une 5060, voire une 5060 Ti, ce serait déjà exceptionnel pour un truc aussi petit. Mais je tablerais plus pour une 5060, plus. Surtout que là, évidemment, vous avez jusqu'à 128 Go de RAM. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez lui allouer énormément de RAM. Et le but justement de ce SoC, c'est tout ce qui est IA et tout simplement des tâches que vous pouvez faire sur un appareil mobile comme ça. Donc, ça ressemble assez bien à ce qu'a fait AMD avec les AI Max Plus 395 et 385. Ça fait en partie aussi penser à justement ce que fait Apple et Qualcomm avec leurs processeurs, leur SoC ARM avec une partie GPU et une mémoire partagée autour. Donc, c'est un peu un hybride ici, mais comme c'est NVIDIA, c'est certainement leur but, c'est aussi d'avoir tout simplement un SoC qui est très puissant pour tout ce qui est IA. Maintenant, à voir si le mettre dans un ordinateur portable est intéressant. Parce que dans un mini PC que vous mettez dans un data center, ok, mais dans un ordinateur portable, ça, il faut voir. Surtout s'il n'y a pas les RT Core. Et pour information, du coup, on croyait que ça allait arriver pour le Computex, qu'ils allaient l'annoncer. Il n'y a rien eu. On s'attendait à peut-être la fin d'année, mais maintenant, visiblement, ce SoC arriverait plutôt 2026, qui est, pas tout de suite, on peut le dire. Mais s'il tient ses promesses, ça pourrait être une offre intéressante et surtout, ça augmenterait la quantité d'offres, justement, qu'on a sur Windows avec les processeurs ARM. Et ça veut dire aussi que NVIDIA devrait sortir des drivers Windows qui supportent ARM. Et ça, c'est très intéressant parce que jusqu'à maintenant, ils n'en ont pas sorti. Ils ont des drivers, en tout cas sur Linux, qui supportent les processeurs ARM depuis très longtemps. Mais il n'y en a jamais qui est vraiment sorti sur Windows. Et donc ça veut dire que quand ils en sortiront un, ça
donnerait la possibilité aussi à des constructeurs de mettre un CPU Qualcomm et puis un GPU dédié Nvidia. Ce serait tout à fait possible. Est-ce que beaucoup de jeux le supporteront? Non, pas du tout, parce qu'il faudra que les jeux soient recodés pour supporter ARM. Mais derrière, avec la couche de traduction à la volée de Windows, techniquement, on pourrait faire tourner des jeux. Et puis un GPU Nvidia serait beaucoup plus puissant que le GPU qui est intégré à la puce Qualcomm. Et maintenant, on en arrive à la rubrique préférée de tout le monde, les deals de la semaine. Je ne crois pas que ce soit la rubrique préférée de tout le monde. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien les deals de la semaine. Dans tous les cas, le premier deal, il n'y a pas beaucoup de deals cette semaine-ci, vous allez le voir, c'est plutôt calme, mais vous avez la SanDisk Ultra en micro SD, donc 256 Go à seulement 19 €. C'est vraiment pas cher pour rajouter vite fait du stockage dans même une ROG Ally, ou même, je sais pas moi, l'utiliser avec votre Nintendo Switch, ou n'importe quel appareil qui aurait un slot micro SD, si vous voulez stocker un petit peu plus dessus. Allez-y, let's go, c'est vraiment pas cher. Puis vous avez aussi un petit peu des deals niveau CPU, notamment le Ryzen 5 5500, qui est un Seeker 12 thread, donc c'est basiquement un 5600X qui tourne à une plus basse fréquence, mais bien souvent il arrivera à booster à peu près la même fréquence. Et vous pouvez l'acheter à 68,99 €, donc basiquement 69 €, et ça c'est plutôt nice. Et vous avez même le style décontracté. Je ne sais pas pourquoi. Amazon, vous pouvez mettre différents styles. Donc ce truc de différents styles permet de choisir différents modèles souvent. Il devrait juste appeler ça modèle, mais bon. Et apparemment, c'est le style décontracté. Voilà, donc si vous voulez un processeur décontracté, ben, vous pouvez prendre celui-là. Plus sérieusement, si vous voulez faire un PC vraiment pas cher, mais je parle vraiment pas cher, vous prenez ce processeur-là, vous le couplez à une petite carte mère en B550, vous mettez une petite RX 9060 XT, ce qui est le maximum que je mettrai avec ce genre de processeur, et là, vous êtes bien, vous êtes bien. Donc, ça permettrait de vraiment faire un PC pas cher. Maintenant, est-ce que ce serait le plus équilibré? Pas forcément, mais si vous avez un budget serré, ça peut valoir la peine selon moi. Et donc, 68 €, ça vaut largement la peine ici. Et si vous voulez plus de puissance CPU, il y a le bon vieux 5950X, donc c'est un 16 cœurs 132 threads qui est vendu à 255 €. Peut-être un peu discutable, mais comme vous pouvez le coupler à une carte mère en B550 qui est vraiment pas cher, si vous avez déjà la carte mère, déjà la RAM, imaginez vous avez un 5600X, mais vous utilisez votre PC pour travailler et vous êtes toujours dit, ah, j'ai besoin d'un peu plus de puissance, peut-être éventuellement, mais à ce moment-là, oui, je passerai à une nouvelle plateforme personnellement. Mais si vous avez déjà des pièces qui traînent et que vous voulez refaire un nouveau PC, peut-être un serveur par contre, ça peut être intéressant. Pour un serveur, ça vaut la peine. Et si vous voulez refroidir ce serveur, vous pouvez aussi acheter un Thermalright Assassin X120R qui est vendu toujours 20,90 €, ce qui est le prix le plus bas depuis ces dernières... bon, après, le prix le plus haut était 23,90 €, donc c'est juste... Voilà. C'est pas une énorme différence parce que c'était déjà tellement peu cher, mais ça vous donne un petit refroidissement 120 mm, 2 ventilateurs. Thermalright domine le marché au niveau surtout ces refroidissements-là, et surtout au niveau prix, c'est juste incroyable. Donc si vous avez un vieux PC qui a besoin d'un nouveau refroidissement, allez-y. Là, vous avez le support AM4, AM5, tous les LGA 1700, 1150, 1151 et même 1200. Donc basiquement, tous les processeurs des 10 dernières années, vous pouvez le mettre ce refroidissement par-dessus et le refroidir sans aucun problème. Donc ça peut valoir la peine. Et puis après, si vous voulez justement mettre à jour un vieux PC, peut-être vous avez un vieux ordinateur portable, un vieux PC qui a besoin d'un petit coup de jeune, je recommande de tout simplement mettre un petit SSD SATA. Ça peut remplacer un disque dur SATA classique, pas besoin d'adaptateur ou autre chose, vous pouvez juste brancher dans le port SATA classique que vous avez. Et l'avantage ici, c'est que pour 29 € maintenant, vous pouvez avoir un modèle 512 Go. Je me souviens, voilà à peine... à 1-2 ans, 29 €, c'était plus genre les modèles 256 Go qui étaient vendus à ce prix-là. Maintenant, on a des modèles 512 Go pour 29 €. C'est juste abusé comme prix. Donc là, si vous voulez redonner une seconde vie à un ordinateur portable, c'est juste parfait pour ça, selon moi. Ou un ordinateur fixe, comme j'ai dit. Ou même, commencer à utiliser comme stockage pour un serveur. Pour un serveur NAS, vous pouvez faire un cache avec ça. Vous en mettez 2 en RAID 1, vous avez un cache. Et vous êtes fait un cache pour même pas 60 €. Et un cache qui fait quand même 512 Go, donc c'est vraiment pas mal comme cache. Si vous avez les deux ports SATA disponibles, évidemment. Mais dans tous les cas, ouais, très intéressant. Et c'est à peu près tout pour le deal de la semaine. Vous avez des liens affiliés dans la description qui permettent de soutenir la chaîne. Un grand merci. Aïe, je me suis fait mal. Ensuite, on a plus de news CPU. Donc, ma foi, c'est vraiment la semaine des news CPU ici. Et c'est notamment au niveau du fait que Intel
pourrait sortir pour les Core Ultra 300 une version qui utilise un cache similaire à ce que fait AMD avec le 3D V-Cache. Et donc, ces processeurs auraient tout simplement beaucoup plus de cache de plus haut niveau, certainement L3, qui permettrait d'avoir beaucoup plus de performance dans les jeux vidéo. Parce qu'un truc qui est au final assez surprenant ces dernières années, Hardware Unbox avait fait une vidéo là-dessus, c'est il montrait la différence de performance sur 10 ans de processeurs Intel. Et le truc qui était vraiment notable, c'est qu'à chaque fois que Intel augmentait la quantité de cache de leur processeur, les performances dans les jeux vidéo augmentaient d'un coup. Vraiment. Alors, il y avait certainement d'autres améliorations derrière, hein, mais souvent, le cache, en tout cas, avait pour relation d'augmenter les performances dans les jeux vidéo. Et on l'a vu avec AMD. Ils ont mis ce 3DV cache, c'est la même architecture, juste plus de cache, plus de performance dans les jeux vidéo. Et donc là, Intel s'est enfin dit, OK, on va le faire. Donc ce cache s'appellerait le Big Last Level Cache, le BLLC. OK, je prépare 3DV cache, c'est un petit peu plus, voilà, marketing, mais bon. Et donc, il le mettrait dans certains processeurs. Et pas forcément le plus gros, parce que le Core Ultra 9 300K, ce sera peut-être le 385K, ne l'aurait pas. Le plus gros des Core i7, enfin des Core Ultra 7, ne l'aurait pas non plus. Ce serait seulement un Core Ultra 7 un petit peu plus raisonnable au niveau spec, qui aurait notamment 28 cœurs au total, donc 8 cœurs haute performance, 16 cœurs haute efficacité énergétique, plus les 4 cœurs vraiment très haute efficacité énergétique qui sont toujours chargés. Eh bien, lui aurait justement ce cache 3D qui aurait jusqu'à 144 mégabytes. Et pour information, ils l'ont montré ici notamment, le 9950X 3D, qui est le processeur AMD avec le plus de cache à l'heure actuelle, en a jusqu'à 128 pour info. Parce qu'il y en a une partie, le cache X3D fait 96 mégabytes, si je me souviens bien. Donc le reste du cache est séparé entre les deux CCD. Donc le 9800X 3D en a un petit peu moins, mais techniquement, il a toujours le même cache X3D qui est de 96 mégabytes, c'est juste qu'il n'a pas un deuxième set de cœurs qui a lui-même son propre cache. Donc, dire qu'il a jusqu'à 128 mégabytes est un peu trompeur parce que la moitié de ces cœurs ne peuvent pas profiter du cache X3D. Ici, on ne sait pas comment on va faire Intel. En toute logique, ce cache sera accessible surtout par les cœurs haute performance, donc c'est-à-dire que les cœurs haute efficacité énergétique n'en auraient pas accès, mais on ne sait pas trop. Dans tous les cas, je trouve ça logique qu'ils le mettent plus sur ce Core Ultra 7 parce que si vous regardez, ça correspondrait tout simplement au 9800X 3D. Et le 9800X 3D est le processeur le plus populaire d'AMD, surtout pour la série 9000 à l'heure actuelle. Le seul autre processeur moderne AMD qui était plus populaire, pour information, c'est le 7800X 3D. Selon les chiffres que j'avais vus de MindFactory récemment, j'ai été revoir. MindFactory, ils affichent, c'est un site allemand, ils affichent le nombre d'items qu'ils ont vendus d'un seul produit. Et du coup, le 9800X 3D, ils en ont vendu 25 000, ce qui est plus que tous les autres Ryzen 9000 combinés même. Et le 7800X 3D, ils en ont vendu plus de 80 000. Il n'y a aucun autre processeur mobile. Le seul autre que j'ai vu qui se rapprochait, c'était le 7500F, qu'ils en avaient vendu, il me semble, 30 000 ou autre chose. Mais c'est un processeur évidemment beaucoup moins cher, donc beaucoup plus abordable, et donc beaucoup plus de personnes veulent l'acheter. Donc, mettre le cache X3D ou le BLLC sur le processeur qui sera plus en face de ce 9800X 3D, donc ce Core Ultra 7 un peu moins puissant, tout à fait logique. Et puis ils auraient même, contrairement, bon, AMD le fait, mais ils traînent un peu du pied à le faire, mais ici, Intel mettrait aussi directement aussi ce cache X3D sur le Core Ultra 5. Et techniquement, d'ailleurs, le meilleur Core Ultra 5 ici, donc celui qui aurait 24 cœurs au total, donc 8 cœurs haute performance, 12 haute efficacité énergétique, 4 très haute efficacité énergétique. Donc très similaire au final au Core Ultra 7, au point même que je me dis, autant prendre le Core Ultra 5 en fait. Je pense même que si ça se confirme qu'ils vont faire ça, le Core Ultra 5 sera beaucoup plus intéressant parce qu'il a toujours le même nombre de cœurs haute performance. Donc le Core Ultra 7 aurait très peu d'intérêt à côté de ça. Et puis après, le reste des processeurs n'en aurait pas. Pour information, ils auraient la quantité de cache classique. Et encore une fois, par extension, c'est-à-dire aussi le Core Ultra 9 n'en aurait pas de cache X3D. Et là, c'est la fameuse rumeur. Alors, on ne sait pas si ce sera les Core Ultra 300, parce que normalement, il y a un refresh prévu des Core Ultra qui n'est pas appelé Nova Lake, parce que là, c'est Nova Lake, cette architecture qu'on sait les rumeurs. Et le truc, c'est qu'on devra avoir un refresh avant Nova Lake, et ce refresh, il lui faut un nom. Ils ne vont pas juste utiliser les Core Ultra 200 à nouveau, ils ne vont pas les appeler les Core Ultra 200
86K ou autre chose, ce serait bizarre. Donc, en toute logique, ça utiliserait le nom Core Ultra 300. Ou alors, peut-être qu'ils vont annuler ce refresh et passer directement au Core Ultra 300 basé sur Nova Lake S. Je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, le plus gros, lui, je vous rappelle, c'est celui qu'on a vu qui aurait jusqu'à 52 cœurs. Ce qui est, en réalité, logique aussi, j'ai l'impression. En fait, Intel est en train de changer la logique de leur offre. Jusqu'à maintenant, le Core Ultra 9, c'était toujours, oh, si vous voulez les meilleures performances dans les jeux et dans les tâches professionnelles, Core Ultra 9, ou Core i9 à l'époque aussi. Et puis après, Core Ultra 7, oui, vous avez à peu près toutes les performances, mais un peu moins cher et un peu moins performant. Et puis le Core Ultra 5, ça a toujours été le plus intéressant pour ceux qui ne veulent pas trop dépenser. Et puis les Core Ultra 3, c'est pour ceux qui ont moins de budget. Eh bien, le truc, c'est que j'ai l'impression, surtout avec le fait que ce cache X3D arriverait seulement sur le Core Ultra 7, que Intel est littéralement en train de dire, non, le Core Ultra 9, oui, tu peux jouer à des jeux vidéo dessus, aucun souci, il est très puissant, mais il est surtout fait pour travailler. Et le Core Ultra 7, c'est celui que tu veux pour jouer à des jeux vidéo. Et c'est logique, surtout quand on regarde par rapport à une autre news qui concerne les Ryzen Threadripper 9000X qui sont maintenant... Alors, ils sont disponibles en précommande, ils devraient sortir le 31 juillet. Et pour information, ben voilà un petit peu les specs. On les avait déjà vus, mais maintenant on a la confirmation des prix qui n'ont pas bougé au final, notamment sur ceux qui sont plus destinés pour le marché grand public. Vous pouvez voir que le 64 cœurs est toujours à 4 999 $ et la génération d'avant, il était à 4 999 $. Et je fais un parallèle à la news d'avant. Ben, si vous regardez le 7960X qui a 24 cœurs, 48 threads, ben, même si Intel utilise beaucoup de cœurs haute efficacité énergétique qui sont évidemment moins puissants que les cœurs qu'on a sur ces processeurs, je parlais plutôt de 9960X d'ailleurs, c'est le même, hein, c'est un 24 cœurs, 48 threads, donc on regarde plutôt là. Donc même si Intel utilise des cœurs moins puissants, en toute logique, s'ils utilisent 52 cœurs sur le Core Ultra 9, ils devraient pouvoir battre, selon moi, sans problème, le 24 cœurs ici les 24 cœurs du 9960X, qui est pourtant vendu plus cher, parce qu'en toute logique, le Core Ultra 9 serait juste en dessous des 1000 €. Donc, pour moi, c'est la stratégie que fait Intel, en fait. Ils sont en train de littéralement se dire, OK, on va tout simplement sortir un processeur très puissant pour le marché professionnel, mais pas non plus trop puissant, parce que comme ça, on donne toujours de l'intérêt à nos énormes processeurs qu'on a dans les data centers. Ça permet de contrecarrer en partie l'offre d'AMD, surtout à ce prix-là. Et derrière, ils ont aussi du coup un processeur fait pour les jeux vidéo avec un cache X3D. Donc, je comprends mieux la logique qu'ils essayent de mettre ici, selon moi. Ça me paraît raisonnable en fait, mais il faudra voir évidemment si ça se confirme. Donc, c'est Threadripper, quoi qu'il arrive, pour revenir à cette news ici. Bon, évidemment, voilà. Si vous avez besoin de beaucoup, mais je dis bien beaucoup de puissance CPU, faites-vous plaisir. Donc là, justement, il les compare au Intel Xeon W9 3575X, très logique comme nom, qui a 44 cœurs et comme vous pouvez voir, mais, il est plus puissant. Hein. AMD, au niveau des processeurs avec énormément de cœurs, et notamment Data Center, domine maintenant depuis de nombreuses années, au point même que la part de marché d'AMD au niveau Data Center est en train de bouger très très vite. Et c'est une bonne chose pour AMD parce que ce genre de processeur, évidemment, rapporte énormément d'argent. Et enfin, ben justement, les gestionnaires de data center, les personnes qui s'occupent de faire ces data centers, de gérer les serveurs, ben, font de plus en plus confiance à AMD de sortir un produit qu'ils veulent mettre justement dans des machines qui sont critiques. Ce sont des machines qui doivent tourner parfaitement sans aucun problème. Donc ça montre aussi leur confiance dans AMD derrière ici, ce qui est une bonne chose pour AMD évidemment. Maintenant, évidemment, il y a toujours des marchés où Intel arrive à toujours dominer. Il y a notamment le marché mobile. Je suis étonné à quel point... Bon, je comprends aussi. Mais si vous regardez... Je fais un parallèle. Je mettrai peut-être un part dans la table des matières. Mais si vous regardez tous les ordinateurs portables sortis cette année-ci avec des RTX 5000 mobiles, la plupart, je dis bien la plupart, ont des processeurs Intel. Oui, il y a des offres avec des processeurs AMD. Mais des fois, les offres avec AMD n'ont pas le meilleur GPU. Ils ont seulement une 5070 ou une 5060 même. Et c'est surtout les processeurs Intel qui ont les meilleurs GPU derrière, associés derrière. Et contrairement à ce qu'on voit sur le marché des PC fixes, où franchement, il faut le reconnaître, la plupart des PC fixes vendus en 2025 ont un processeur AMD. Ben, sur le marché mobile, par contre, le marché des ordinateurs portables, ben, c'est
pas le cas en fait. J'ai l'impression qu'il y a toujours une énorme dominance de ces processeurs Intel. Et il faut quand même le reconnaître, les derniers Core Ultra sont plutôt efficaces au niveau énergétique, même plus qu'AMD dans certains cas. Ils arrivent à mieux conserver la batterie. C'est aussi dû au fait que AMD, pour information, apparemment, pour favoriser les performances, a fait des sacrifices justement au niveau de la consommation, ce qui est dommage parce que c'était leur avantage avant et maintenant ça devient un peu leur désavantage. Et donc ça veut dire que Intel a la couronne de l'efficacité énergétique, mais pas forcément des performances dans tous les cas. Donc ça donne une situation bizarre. Il y a aussi le fait qu'apparemment AMD a toujours des problèmes à alimenter le marché mobile en puces. Ils y produisent des bonnes puces, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à en produire assez. Et du coup, forcément, les constructeurs d'ordinateurs portables, quand vous êtes Asus, vous êtes MSI, Gigabyte, Aorus, peu importe le nom, Razer, et que vous êtes en mode OK, j'ai besoin de 100 000 puces parce que je vais faire 100 000 dans cet ordinateur portable. Et puis KMD est derrière en mode oh, oups, on n'a pas assez de stock. Le constructeur d'ordinateur portable est en mode OK, je vais utiliser un processeur Intel parce que là, eux, ils ont du stock et je suis sûr d'avoir mes 100 000 unités et je peux faire mes ordinateurs portables et les vendre en temps et en heure. Donc apparemment, c'est aussi dû au fait que AMD est très populaire en ce moment. Certainement, ils se concentrent sur le marché professionnel. Les slots qu'ils ont de fabrication chez TSMC, quand ils commandent des wafers à TSMC, ils se concentrent à commander des wafers pour des GPU professionnels, des GPU de data center, et si possible aussi, tout simplement, des CPU qui finiront dans des processeurs EPYC qui vont finir dans des data centers et qui rapportent beaucoup plus. Donc je pense que là, AMD est tout simplement limité par TSMC. Ils sont un peu limités aussi par leur choix, ce qui est logique leur choix, mais derrière, ça fait que oui, le marché des ordinateurs portables, au final, Intel survit plutôt bien. Ils ont une part de marché plutôt confortable au niveau des ordinateurs portables. Donc, si vous étiez étonné comme moi de ça, voilà les différentes raisons derrière. Et puis, il y a aussi certainement le fait que Intel est bien meilleur à négocier qu'AMD, à mon avis. Et donc, ils arrivent à certainement négocier les contrats avec justement les gros fabricants d'ordinateurs portables pour qu'ils utilisent justement leurs processeurs. Et c'est le cas aussi sur les processeurs fixes de grandes marques. Je ne parle pas forcément genre Asus, Gigabyte et tout ça, je parle vraiment Acer. Vous voyez, les marques que vous voyez plus même dans des magasins et tout ça, eh bien là aussi vous avez beaucoup de processeurs Intel pour la simple et bonne raison qu'à mon avis Intel arrive à juste mieux négocier des marchés avec eux, leur promettent un certain nombre d'unités à un prix avantageux et du coup, ces constructeurs-là, ils sont en mode, peu importe si AMD est légèrement meilleur ou autre chose ou même meilleur, il nous faut des processeurs pas chers pour mettre dans nos ordinateurs vraiment pas chers qu'on va vendre. On va mettre un énorme processeur, on va mettre de la RAM verte qu'on ne sait même pas d'où elle vient, une carte mère dégueulasse et puis un GPU qui a aucune logique. Et voilà, on fait un ordinateur. Hein, donc, c'est ce qu'ils font à chaque fois. Et donc là, s'ils peuvent en avoir pour pas cher, à mon avis, c'est pour ça que Intel arrive à juste mieux négocier. Derrière, ils ont juste plus d'expérience aussi. Ensuite, on change totalement de registre avec ici un nouveau GPU qui vient de la Chine, d'une nouvelle entreprise. C'est pas celui qu'on avait déjà vu par le passé. C'est encore une entreprise totalement différente ici qui s'appelle Liswan. Liswan, je le prononce certainement très mal. Je suis désolé d'avance. Et ils ont montré leur 7G106, qui est un GPU gravé en 6 nanomètres, ce qui est pas trop mal, qui supporte même le DirectX 12 et qui, du coup, aurait des performances pas si dégueulasses en vrai. Ils l'ont même montré en train de faire tourner Black Myth Wukong. Alors, c'est juste une image, donc je ne sais pas le FPS, hein, mais apparemment, oui, il se débrouillerait pas si mal. Et comme on peut voir au niveau des specs, ce GPU est plus fait ici. Il y a une version professionnelle et puis une version grand consommateur. Donc, il aurait jusqu'à 24 Go de GDDR6 avec le support de ECC ou 12 Go pour la version grand public. C'est de la GDDR6. Vous avez un petit peu des specs au niveau de la puissance. On ne sait pas trop la puissance de la version pour le commun des mortels. Mais la version professionnelle aurait jusqu'à 24 teraflops de puissance en FP32. Et pour information, c'est à peu près la puissance d'une 5060 Ti. Donc voilà, pour resituer un petit peu. Après, la 5060 Ti est plus puissante dans d'autres registres. Elle a aussi ses RT-Cœur et tout ça, donc pas entièrement comparable, tenez-en compte. Et puis, on a un port PCI Express x16. Je suppose jusqu'à 16 écrans 1080p à 60 fps apparemment, qui en aurait besoin. Mais la version grand public a juste 4 DisplayPort et peut supporter jusqu'à 8K 60 fps, ma foi. Même si, évidemment, c'est pas pour jouer à des jeux vidéo ici. Et donc, le support de DirectX 12, même Vulkan, OpenGL 4.6 et tout ça. Donc, intéressant.
Après, oui, ne vous attendez pas à un GPU ultra puissant parce que selon le score dans 3D Mark, Firestrike et aussi dans Geekbench, c'est plus bas qu'une 5060 ou même une 5050 de PC fixe et évidemment la RX 9060 XT. Donc voilà, c'est pas le GPU le plus puissant, mais s'ils arrivent à faire un GPU pas trop cher qui a à peu près la puissance d'une 5050, voire même une 5060 avec quelques améliorations, parce que c'est un nouveau GPU, ils vont forcément améliorer un petit peu les choses au niveau driver. S'ils peuvent la vendre vraiment pas cher, ils auront un marché forcément. Et c'est un marché qui est souvent convoité par AMD et Nvidia avec les fameux GPU avec 8 Go de VRAM, hein, si vous vous souvenez. La 9060 XT 8 Go et la 5060 8 Go et la 5050 8 Go et même la 5060 Ti 8 Go ont un énorme marché, notamment en Chine, en Inde, où vous avez beaucoup de personnes qui les utilisent, notamment dans des cafés gaming. Vous avez plein de PC, ils viennent jouer à des jeux vidéo et ils sont parfaits, ce genre de GPU, pour ce genre d'utilisation. Parce qu'ils jouent surtout à des jeux compétitifs qui ne sont pas hyper lourds, qui ne demandent pas beaucoup de VRAM. Donc ça pourrait être un marché intéressant pour ces GPU parce qu'en plus, la Chine aime bien fabriquer, enfin ces dernières années, ils essaient de plus en plus de fabriquer les choses par eux-mêmes, surtout tout ce qui est processeur, GPU, tout ce qui est haute performance, ils essaient d'en fabriquer plus par eux-mêmes pour être indépendants, ce qui semble logique, et avoir accès à un tel GPU pour être intéressant pour eux. Donc ma foi, on verra bien ce que ça donnera. Est-ce qu'on va le voir en Europe? Non, certainement pas. En tout cas, pas de sitôt. Il y a aussi l'image du design c'est très beau, mais je ne comprends pas du tout comment ça marche au niveau refroidissement parce que vous avez un ventilateur pas blower, c'est un ventilateur classique, donc il souffle à travers le radiateur, qu'on voit d'ailleurs dépasser ici, et aussi par le côté. Donc c'est-à-dire que l'air passe juste à travers la carte, ou sort sur le côté, et puis le reste du radiateur, il n'y a aucun ventilateur. Donc je ne sais pas s'il y a un autre ventilateur caché en dessous, certainement, ou sinon, oui, je ne comprends pas trop le système de refroidissement, mais c'est pas grave. Ensuite, on a plus de news au niveau GPU, avec notamment le fait que SK Hynix a confirmé qu'ils étaient en train de travailler sur des puces de 3 Go de GDDR7. C'est assez notable parce que jusqu'à maintenant, seulement Samsung avait de la GDDR7 en 3 Go par puce, donc ce qui permettrait de notamment faire soit les 5090 mobiles qu'on connaît déjà, qui utilisent 8 de ces puces de 3 Go pour 24 Go de GDDR7, ou tout simplement les futurs possibles RTX 5000 Super. Donc la 5080 Super qui en utiliserait 8 aurait 24 Go, la 5070 Super en aurait 6 pour 18 Go, et la 5060 non Super qui serait juste une 5060 12 Go aurait 4 puces de 3 Go. Ce qui est logique parce que si vous vous souvenez, la 3060 avait 12 Go à la base, puis ils avaient fait une version 8 Go. Mais là, ils font l'inverse. Ils ont fait d'abord la version 8 Go, puis ils vont faire une version 12 Go. Enfin bref. Et vous avez aussi la RTX Pro 6000 qui utilise aussi ces puces de 3 Go. Donc en toute logique, le fait que maintenant vous avez un deuxième constructeur, parce que jusqu'à maintenant, comme j'ai dit, c'était seulement Samsung, veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de puces possibles. Il va y avoir plus d'inventaire de ces puces-là, plus de disponibilité, et donc faire des RTX 5000 Super serait tout à fait logique et tout à fait possible. Donc ça montre un petit peu plus qu'en tout cas, les fabricants de GDDR7 rendent ça possible. Maintenant, est-ce que Nvidia va le faire de sitôt? On ne sait pas. Peut-être la fin d'année, peut-être début d'année prochaine. Il y a pas mal de rumeurs sur ces RTX 5000 Super. Mais évidemment, on n'aura jamais une vraie confirmation tant qu'NVIDIA ne fera pas une annonce officielle. Ensuite, pour ceux qui aiment bien les consoles mobiles qui tournent sous Windows ou même sur Linux, et que vous avez vu les annonces récentes des Ryzen Max 385 et 395, et vous vous êtes dit « Oh, ce serait tellement bien de les mettre dans un justement une petite console mobile, comme ça je peux jouer avec beaucoup de puissance de GPU », eh bien réjouissez-vous parce que vous avez GDP Win qui a teasé, c'est pas vraiment annoncé, le GDP Win 5 qui utiliserait justement ces processeurs-là. Et pour information, il utiliserait soit le Max 385 ou même le Max 395 dans sa version la plus chère. Et pour info, ces processeurs, ou plutôt ces SoC, on devrait plus dire, ces APU, si vous préférez, sont évidemment beaucoup plus puissants que ce qu'on a dans notamment les Ryzen Z2, même le Z2 Extreme. Parce que le Z2 Extreme a weaker 16 threads, il a aussi au niveau GPU 16 CU. Et là, le 385, le AI Max 385, lui, a toujours weaker 16 threads, donc similaire, mais il a par contre 32 CU au niveau GPU, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on a sur justement le Z2 Extreme. Et le Ryzen AI Max 395, lui, a carrément 40 CU, qui est massif. Pour information, 40 CU, surtout que c'est basé sur RDNA 3.5,
c'est basiquement le même GPU qu'on a dans la RX 7600 XT de PC fixe, pas la mobile. Donc ça donne une puissance similaire dans les tests qu'on a vus à une RTX 4060 mobile dans justement cet APU, ce qui est vraiment impressionnant. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, ça semble logique, il existe une chose qui s'appelle la physique. Et le truc, c'est que les APU mobiles, notamment le Z2 Extreme, ils sont faits pour tourner à soit 17 watts, 25 watts, et vous pouvez même des fois les booster un peu au-dessus de 30 watts. Mais voilà, c'est le maximum. Et c'est pas dû au fait que le CPU ne peut pas faire plus. Il pourrait faire plus. C'est juste qu'il faut arriver à le refroidir et l'alimenter. Donc là, le problème, vous devez bien vous en douter, si vous mettez un processeur avec 2 fois plus de puissance GPU ou même 2 fois plus de cœur CPU en plus que 2 fois plus de puissance GPU, ça va pas passer. Donc le 395 notamment peut monter jusqu'à 120 watts, ce qui est beaucoup de trop. Là, il le réglerait, il serait de 45 à 75 watts, ce qui est déjà plus logique. Mais selon moi, c'est toujours beaucoup de trop. 45 watts, c'est déjà plus que la plupart des consoles portables. Vous allez chiquer la batterie ultra rapidement au point même que quel est l'intérêt en fait? Et derrière aussi, il faut arriver à les refroidir, ces 45 watts. Et le mode 75 watts, là, je n'ose même pas imaginer comment vous allez le refroidir. C'est juste, à mon avis, pas possible. Il va avoir énormément de thermal throttle, donc le CPU va se limiter et tout ça. Donc ouais. Encore le AI Max 385, je suis en mode, OK, il a le même nombre de cœurs qu'une puce Z2, pourquoi pas? Et le GPU est plus raisonnable. 32 CU, c'est largement suffisant. On a quand même déjà 2 fois plus de puissance GPU qu'une puce Z2 Extreme. C'est déjà vraiment une bonne augmentation. Est-ce qu'on a besoin du 395 plus? Non, c'est juste overkill. Et pour information, je suis en train de tester justement un mini PC avec le 395 plus. J'ai aussi la ROG Z13 qui a aussi ce CPU GPU. Et donc, je suis en train de tester. Et je peux vous dire que déjà, selon mes tests préliminaires, ces processeurs sont plus efficaces au niveau énergétique qu'on ne le pense déjà. Ce qui est très intéressant, notamment si vous le faites tourner à 120 watts, la plupart du temps, ça ne sert pas à grand-chose. Le 395, si vous le faites tourner à 85 watts, il est à un bon endroit. C'est genre, il donne une bonne puissance sans trop consommer, et aussi il est plus facile à refroidir et tout. Ça semble être le sweet spot, le bon TDP pour lui. Mais 85 watts reste toujours, même si 75 watts est pas loin, ça reste toujours trop pour une console mobile. Donc, il y a des choses qui... Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez totalement mettre un moteur V12 dans une 2 chevaux, si vous arrivez à le caser. Mais est-ce que vous devriez le faire? Non. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Est-ce que vous devriez mettre un processeur pareil dans une console mobile? Non, pas du tout. Le 385, encore une fois, je comprendrais. Mais le 395, c'est juste de la folie. Donc, j'espère que personne ne va l'acheter en espérant avoir plus de performance. Mais pour moi, il faut voir, il y a très peu de tests du Ryzen 385, ce qui est vraiment dommage parce que c'est selon moi le plus intéressant des deux, surtout pour jouer à des jeux vidéo. Et donc, j'espère que justement avec la sortie du GDP Win 5, au moins ça va montrer, ça va mettre en avant le AI Max 385, à quel point il est plus intéressant en fait. Et du coup, c'est à peu près tout pour ces news de la semaine. C'est beaucoup plus calme vu qu'on est en plein été. Forcément, il y a toujours un petit peu moins de news tech, mais ça devrait reprendre bientôt, notamment fin août, c'est où là ça commence à beaucoup plus reprendre. Il y a aussi notamment la Gamescom. Je devrais aller à la Gamescom, ce qui est plutôt intéressant. Donc, ma foi, si vous voulez que je montre des choses à la Gamescom, n'hésitez pas à me dire, même si je vais me concentrer plus sur les marques PC. Hein. Je ne vais pas les voir pour les jeux vidéo, forcément plus que ça. Surtout que de toute façon, la Gamescom, à part si vous faites la file pendant 3 heures pour juste jouer 5 minutes à un jeu, c'est pas très intéressant. Même si c'est le plus gros salon du jeu vidéo. Voilà. Moi, j'irai surtout pour les marques tech, ok? Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les dire. Mais en attendant, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, pour laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, pour laisser un pouce rouge. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et je vous dis ciao, ciao.